Nos modes de pensée ont évolué. Le temps presse. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de changer d'approche. Entrepreneur, investisseur, élu local ou national, réveille-toi. Ouvre ton esprit, aiguise tes sens et adopte un autre point de vue. Bienvenue dans Vision d'Aigle. L'entretien des aigles. Nous revoici pour ce troisième épisode de l'entretien des aigles autour de la question agricole avec Gilles Cavalli. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser sur le choc climatique, au choc climatique et à son impact sur les denrées, et donc les nouvelles pratiques qui doivent en découler. 2022 est une année particulière. Quelle appréciation faire de l'année 2022 ? L'environnement bouge, mais quels sont les impacts sur la production ? Les précipitations et les périodes chaudes troublent la stratégie, mais dans quelle mesure ? Bref, Gilles, peux-tu nous aider à y voir un peu plus clair dans tout ce qui est en train de se passer ? Évidemment, en toute modestie, je vais vous présenter rapidement comment ça fonctionne, vous allez vite comprendre. Si je prends l'année 2021, vous vous souvenez peut-être d'un printemps pourri, en tout cas en tant qu'humain de base, on était bien embêtés d'avoir toute cette pluie. Et du coup, les maladies s'en sont données à cœur joie sur les végétaux, sur la vigne, sur les céréales. Qui dit pluie dit maladie, dit passage de produits pour protéger les végétaux contre les maladies, qu'on appelle les produits phytopharmaceutiques. Alors, l'équation, on peut voir les choses différemment, mais en tout cas, l'équation que je viens de citer, elle est vraie pour l'immense majorité du fonctionnement du système agricole français actuel. 2022, vous avez aperçu qu'il faisait sec, et donc qui dit sec dit pas de maladie, et donc beaucoup moins de passages de phyto, et donc les marchands de phyto ils font la grise mine, et les agriculteurs se réjouissent parce qu'ils ont moins besoin de travailler et moins besoin d'investir dans ce type d'intrants. Par contre, sec c'est bien, mais trop sec, et les végétaux ils poussent pas. Et là, on arrive sur une période de sécheresse, et donc avec des grains qui remplissent pas, avec des végétaux qui sont atrophiés, et donc des rendements qui risquent d'être, qui sont pas bons, quoi. Et donc, quand votre salaire est indexé sur votre chiffre d'affaires, qui est indexé sur les rendements que vous faites, si vous ne remplissez pas les cuves ou les silos, et donc que vous n'avez pas le chiffre d'affaires en face, c'est compliqué. Ça, c'est la première composante du chiffre d'affaires. La deuxième composante, c'est le prix de marché. À combien vous allez pouvoir vendre la récolte, ou les bouteilles, ou les kilos de viande que vous produisez. Donc ça pose une question, ce réchauffement climatique et ces conditions météo sèches posent la question de l'irrigation. J'ai lu un article récemment dans la presse qui disait de façon peut-être un peu provocatrice, mais s'il n'y a pas d'irrigation dans le sud de la France sur la vigne, il n'y aura plus de vigne dans les 3 à 5 ans à venir. Alors, je ne sais pas quel crédit il faut donner à cette affirmation-là, mais en tout cas, le signal d'alerte, il est là. Et la précipitation globale dans notre pays, elle ne diminue pas. Par contre, elle est répartie beaucoup plus en orages violents, avec beaucoup de millimètres d'eau qui tombent, beaucoup moins uniformément, et surtout pas forcément quand les végétaux ils en ont besoin. Donc ça pose la question de l'irrigation, ça pose la question du stockage de l'eau entre l'épisode pluvieux et les épisodes où les végétaux en consomment. Et ça, donc avec toutes les histoires de bassines, de puits de captage, de restriction d'eau, etc. Mais ça peut poser aussi la question du sol et de sa capacité à retenir l'eau et donc à résister à la sécheresse, ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols, agriculture régénératrice, qui est une partie, probablement une grande partie de l'adaptation et de la solution sur les problématiques qu'on est en train de vivre. D'accord. Ces problématiques doivent, je pense, impliquer un certain nombre d'acteurs. Si j'ai bien compris, il y a nécessairement une complémentarité des actions, une coordination qui va s'avérer nécessaire, parce qu'il y a des problématiques liées au territoire, liées à certaines filières, et bien sûr liées à l'activité en propre de l'exploitant, à part entière. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces synergies
et de la manière dont ces synergies parviennent, ou ne parviennent pas, peut-être, à apporter des solutions. Je reprends l'exemple de l'irrigation. Soit vous avez un puits de captage et vous êtes autonome et vous irriguez tout seul, c'est possible, mais souvent vous avez quand même un syndicat d'irrigants et une coordination, une association qui permet de gérer, de mutualiser la gestion en eau d'un syndicat. Et ce syndicat, il est territorialisé. Il est valable pour une vallée, une plaine, et les enjeux. Donc ça veut dire que les enjeux, ils sont à l'échelle de la ferme, l'exploitation agricole. Ils sont à l'échelle d'un territoire, d'un bassin versant, d'un territoire de production, d'un territoire géographique bien donné. Et les pouvoirs publics, au travers des agences de l'eau et tout ce qui est gestion de l'eau, d'âge et sage, sont des acteurs forts. Et puis vous avez la troisième composante qui est la filière. Alors la filière fruits et légumes, la filière spécifique de la pomme, la filière par rapport à un fromage en AOP, en AOC, qui est un acteur aussi qui impulse un certain nombre d'orientations, de décisions, de soutien. Et c'est la combinaison des décisions individuelles, des décisions territoriales, d'ailleurs il y a de moins en moins d'acteurs dans les conseils municipaux, et des décisions filière de production qui permet, si les gens s'entendent avec des avis évidemment qui sont divergents, puisque tout le monde ne regarde pas l'eau de la même façon, puisque c'est l'enjeu, il est quand même au travers de cette réchauffement climatique, c'est un enjeu de sécheresse et d'eau qui apparaît comme étant l'enjeu principal. De la même façon que vous avez des conflits d'usage entre les défenseurs des poissons, les pêcheurs, les kayakistes et EDF qui produit l'électricité et qui fait des lâchers d'eau dans les rivières, vous avez des conflits d'usage sur la bonne façon de laisser couler l'eau, de la stocker, de l'utiliser pour différents usages. Et les trois composantes, individuelle, territoriale et filière, se mixent. Quand tout le monde concourt dans le même sens, la profession trouve des solutions, mais au sein de la profession, les avis sont divers et variés. Et puis, quand les avis divergent et que les gens ne voient pas du tout les choses de la même façon, souvent ça aboutit à des blocages et personne n'est satisfait. Ok, donc je vais essayer de résumer ça avec un point de vue un petit peu personnel. On a l'impression qu'il y a des problèmes qui sont identifiés, on met beaucoup de monde dedans avec des conflits d'intérêts, résultat les problèmes sont amplifiés. Bon, pour faire simple, voilà, très concrètement, si on repense à ce que disait Elon Musk, un problème ça doit se résoudre de manière très simple. Et donc il faut les aborder un par un, d'accord? Donc il faut prioriser. Alors justement pour toi, quelles sont les priorités et les actions concrètes à mener? Les actions à mener, elles peuvent être de différents ordres. Bien sûr, en termes agronomiques, le temps de l'agronomie, le temps agricole, c'est un temps long, mais le temps de l'agronomie, j'ai presque envie de dire plus, notamment si on parle de recherche variétale, de recherche génétique, peuvent permettre peut-être d'avoir demain des végétaux qui sont moins sensibles à la sécheresse, qui sont plus résistants au manque d'eau et qui permettent quand même de produire des grains, des feuilles pour pouvoir nous nourrir. Pourquoi pas en termes de zootechnie également, hein, des évolutions zootechniques sur les animaux. Et ça, c'est une partie des choses qui peuvent sur lesquelles on peut agir. Sur l'agronomie, on parle de biostimulants. Les biostimulants, c'est des produits qui permettent de stimuler les plantes, notamment pour résister au stress abiotique. Abiotique signifiant un stress qui ne provient pas du vivant. Donc, c'est pas un insecte qui agresse, c'est pas un champignon, c'est bien le trop d'eau, le manque d'eau, le trop chaud, ou éventuellement, dans certains coins du monde, la salinité qui pose problème. Après, on peut avoir une autre clé d'entrée, c'est si j'ai un système résilient à l'échelle de ma structure, de mon exploitation agricole, résilient parce que je sais faire face à différentes situations. Typiquement, je ne suis pas en monoproduction, ou alors
je maîtrise toute ou partie de ma commercialisation et je peux agir dessus dans une certaine mesure, évidemment. Ou alors, j'ai des modes de production qui font que je suis moins sensible à la sécheresse parce que mes sols sont riches en matière organique et donc qui stockent mieux l'eau et donc qui vont permettre à mes végétaux de mieux résister. C'est aussi c'est pas forcément une histoire de taille d'entreprise, mais en tout cas, les décisions de l'entrepreneur, les décisions de l'agriculteur et sa capacité à anticiper, à faire preuve de résilience dans son système de production, c'est une carte qui est importante à jouer. Je ne reviens pas sur les aspects filières et les aspects territoires. Après, on peut voir les choses d'une autre façon. Vous avez peut-être suivi dans la presse qu'en Italie, cette année 2022, c'était la catastrophe. On parle de moins 30, moins 50% de récolte dans la plaine du Pô, qui est le grenier à grains du pays, des rendements en chute libre, et donc qui dit pas de végétaux, dit pas d'aliments pour les animaux, etc. etc. Et donc la question se pose, de quelle façon, et les agriculteurs ont demandé la solidarité nationale en faisant appel à l'État. Alors, on a la chance en Europe d'avoir des États forts qui ont quelques moyens significatifs, en tout cas beaucoup par rapport à bien d'autres pays sur la planète. Mais la question c'est de quelle façon le risque est partagé. Vous avez des structures qui s'appellent AMAP, Association Maintien de l'Agriculture Paysanne. La vraie AMAP et le principe de l'AMAP, c'est de dire, moi, collectif de citoyens, je te fournis X euros par semaine pour que toi, agriculteur, tu me fournisses X pommes de terre, carottes et autres productions de ta ferme. Et si jamais ça se passe mal et que tu peux pas me fournir tout ce que tu m'as promis, eh ben j'accepte de continuer à te payer ce que je t'ai promis de te payer parce que je suis solidaire de toi et que si ça coince, eh ben il n'y a pas de raison que tu sois le seul à subir la perte de production. Je suis solidaire de toi. Et je vais payer beaucoup plus cher les carottes et les œufs que tu vas me fournir parce que je vais en avoir peut-être 2 fois moins si ta récolte elle est 2 fois moins importante. Ça, c'est le vrai fonctionnement d'une AMAP. C'est pas une histoire de livrer un panier qu'on paye et s'il n'y a pas de panier, ben on paye pas. Qui est une autre façon de faire, mais qui n'a rien à voir. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on permet aux agriculteurs d'innover, de prendre des risques, de tenter des choses qui leur permettent d'être plus résilients, donc ça veut dire de faire évoluer leurs pratiques, si jamais ils prennent les risques uniquement sur leur dos. Et que si jamais ce qu'ils entreprennent comme nouvelle façon de produire n'est pas couronné de succès, et que ce sont les seuls à payer les pots cassés et à essuyer les plâtres. Donc là, on a une vraie question de répartition de risques. Si l'agriculteur, d'une certaine manière, alors il ne faut pas qu'il fasse n'importe quoi, évidemment, mais si on lui garantit un revenu par une façon ou par une autre, j'ai pas creusé la question sur le comment, mais à partir du moment où il a un revenu garanti, il peut se permettre d'essayer des choses. Et ces choses-là peuvent lui permettre de faire évoluer et peut-être et l'idée c'est qu'il soit moins dépendant demain, plus résilient demain dans ses pratiques par rapport au réchauffement climatique et aux sécheresses par exemple. Et une transition agroécologique, c'est 5, 8 ans, 10 ans sur une ferme. Certains l'ont entrepris sur fonds propres. C'est louable, mais il reste minoritaire dans la profession, ce qu'on peut comprendre, puisque personne ne leur a rien demandé, ils prennent des risques. Et si jamais ils prennent des gaufres, eh ben, c'est pour leur trésor et ils mettent en jeu leur ferme et leur moyens de subsistance. Donc, une autre façon de voir les choses, c'est de quelle façon est-ce qu'on accompagne la transition agroécologique, de quelle façon est-ce qu'on accompagne les agriculteurs à avoir des pratiques, à faire évoluer leurs pratiques agricoles pour s'adapter au changement climatique, entre autres, pour être moins dépendants des intrants, pour être plus résilients, mais sans que ce soit eux et eux seuls. Est-ce que c'est le rôle de la filière? Est-ce que c'est le rôle de l'État? Est-ce que c'est le rôle des consommateurs citoyens tout seuls de les accompagner pour qu'ils puissent réussir cette mutation? Parce que les difficultés elles sont techniques, bien sûr, mais elles sont aussi dans les têtes et c'est bien légitime parce que quand vous intervenez pour irriguer, par exemple, si on considère que l'irrigation, on veut s'en passer, mettons, eh ben, irriguer, c'est garantir son revenu.
Alors, Quand vous passez un produit phytopharmaceutique pour protéger votre culture d'une maladie, passer un phyto, c'est garantir son revenu. Aujourd'hui, c'est compliqué, je trouve compliqué qu'on demande à des agriculteurs d'arrêter de faire des choses que nous, on ne serait pas prêt d'arrêter de faire dans nos métiers en disant bah, écoute, ton rapport là, tu vas pas le relire, parce que si tu le relis, tu vas enlever les coquilles et tu vas l'améliorer, mais on va prendre le risque, peut-être qu'il va passer comme ça chez le client et que ça va bien se passer. Ouais, mais si ça se passe mal, c'est pour ma pomme, c'est pas pour toi qui m'as dit de pas le relire, mon rapport. Oui, c'est ça. Tu es sûr de toi? donc, je vais essayer de le reformuler. Tu me dis si la reformulation est bonne. Grosso modo, pour pouvoir pallier les problèmes qui viennent, il est nécessaire de reconnecter l'agriculteur à son marché et le marché au monde agricole, donc à l'exploitant. Donc, rechercher tous les systèmes qui permettent une certaine horizontalité, supprimer les intermédiaires ou en tout cas penser à une réorganisation des rapports de force avec ces intermédiaires. Grosso modo, c'est la priorité, c'est chercher toutes les solutions qui existent, comme les AMAP ou autres, y compris technologiques aussi, qui existent pour permettre de développer une forme d'horizontalité. C'est ça que tu dis. Ou dupliquer des choses. Les AMAP, c'est très bien pour une production et une consommation locale. Il y a des filières qui sont complètement inadaptées à ce type de fonctionnement. Mais l'idée est là. L'idée, c'est qu'on est solidaire du résultat de la production et que le risque est réparti. Aujourd'hui, la filière, vous avez quelques producteurs d'intrants. C'est 5 multinationales qui font 80%, 84% de mémoire des intrants des phytos du monde. Des produits phytopharmaceutiques du monde. En engrais, ils doivent être 3. En semences, pareil, ils sont 4. Donc, vous avez une énorme des oligopoles qui sont très conséquents sur l'amont. Sur l'aval, et en génétique, c'est la même chose. Génétique porcine, génétique des volailles, c'est la même chose. Sur l'aval, vous avez les vrais décideurs qui sont la distribution, 5 centrales d'achat, 4-5 centrales d'achat en France, quelques gros industriels de la transformation agroalimentaire. On peut penser à des très belles entreprises dans le métier du lait, de la fromagerie, la houblonnerie, etc., des céréales, etc. Et puis, entre ces acteurs à l'échelle mondiale, ou les plus petits, j'ai envie de dire, à l'échelle européenne ou voire nationale, sont vraiment petits, et ben vous avez les agriculteurs qui, même s'ils sont regroupés au sein de structures, restent des TPE, restent un patron avec quelquefois quelques salariés, et c'est tout. Donc les rapports de force sont sans commune mesure, effectivement.